serai toujours ta lueur dans les ténèbres. Je sais que cette lueur est toujours là. Je veux pas renoncer à toi. Je crois que le moment est venu de mettre un point final. À Contresens 3, Culpa Nuestra, analyse et explication complète du film. Le film à Contresens 3 plonge directement dans les conséquences durables d'une rupture traumatisante. L'analyse de cette œuvre révèle que le temps écoulé n'a pas guéri les blessures, mais les a plutôt cristallisées. La scène inaugurale du mariage à Ibiza n'est pas un simple décor, elle fonctionne comme une métaphore de l'union impossible et du paradis perdu. La rencontre forcée de Noah et Nick est mise en scène avec une tension palpable, où chaque regard échangé est chargé du poids de l'histoire non résolue. La réalisation de Domingo González utilise ici des contrastes marqués entre la blancheur éclatante des tenues, symbole de pureté et de nouveau départ, et les ombres portées sur les visages des protagonistes, trahissant leurs secrets et leurs rancœurs. L'explication de la dynamique relationnelle dans À Contresens 3 doit approfondir la notion de toxicité. Le scénario, adapté des romans de Mercedes Ron, ne se contente pas de mettre en scène une passion tumultueuse. Il en expose les mécanismes pervers. Le schéma est répétitif, attraction magnétique, rapprochement physique ou émotionnel, déclenchement d'un conflit lié à l'orgueil ou à la méfiance, puis fuite destructrice. Cette analyse montre que le film interroge moins la force de l'amour que l'emprise du passé et la difficulté de se défaire de schémas affectifs ancrés depuis l'adolescence. La relation noanique est présentée comme une addiction où la douleur et le plaisir sont inextricablement liés. Le personnage de Noah, interprété par Nicole Wallace, connaît une évolution subtile que le film explore à travers sa relation professionnelle avec Simon. Cette intrigue secondaire n'est pas un simple faire-valoir, elle sert de miroir contrasté à sa relation avec Nick. Simon représente la stabilité, la maturité et un amour moins conflictuel. L'analyse de ses choix met en lumière le dilemme central du personnage. Doit-elle choisir la paix d'une relation saine ou l'intensité dévastatrice d'une passion qui la définit ?
Sa tentative de reconstruction est constamment minée par l'ombre de Nick, démontrant que leur lien transcende la simple relation amoureuse pour toucher à l'identité profonde. Du côté de Nick, incarné par Gabriel Guevara, le film développe une arc narrative centrée sur la transformation et la vengeance. Son héritage familial n'est plus seulement un décor mais devient le terrain d'une bataille pour son âme. La prise de contrôle agressive de l'empire du grand-père est une métaphore de sa propre lutte pour le contrôle de sa vie et de ses émotions. Son refus de pardonner et sa rancœur envers Noah sont projetés dans sa manière impitoyable de faire des affaires. L'explication de son caractère passe par cette porosité entre le personnel et le professionnel, suggérant que sa soif de pouvoir économique est un substitut à la maîtrise qu'il a perdue sur son cœur. La révélation que Nick est devenu l'actionnaire majoritaire de l'entreprise de Noah constitue un pivot narratif majeur. Cette analyse y voit bien plus qu'un coup théâtral. C'est la matérialisation concrète de l'emprise qu'il cherche à conserver sur elle, une emprise économique remplaçant l'emprise affective. Cela transforme leur relation en un rapport de force institutionnalisé, où les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle s'effacent totalement. Le film questionne ainsi les limites de la possession dans un couple et la difficulté de séparer les sphères de la vie lorsqu'une histoire est aussi fusionnelle. Les thèmes du pardon et de la reconstruction sont traités de manière adulte, marquant une évolution par rapport au volet précédent. À contresens 3 ne propose pas de rédemption facile. Le pardon est montré comme un processus long, chaotique, semé de rechutes et de doutes. La reconstruction de chacun est asymétrique. Noah tente de bâtir du neuf, tandis que Nick reconstruit sur les ruines de son passé, par la conquête et l'affirmation de puissance. Cette divergence dans leur chemin de guérison explique en grande partie les conflits qui persistent, chacun évoluant dans un paradigme différent de ce que signifie aller de l'avant. L'intrusion violente des personnages de Briard et Michael dans le dernier acte est un élément qui divise. Son explication réside dans la logique mélodramatique de la saga, où les conflits internes doivent trouver une résolution par une externalisation de la menace. Briard et Michael incarnent les conséquences tangibles des actions passées de Nick, les fantômes de son héritage toxique qui reviennent littéralement lui faire payer le prix de sa transformation. Cependant, d'un point de vue analytique, cette résolution peut sembler bâclée car elle déplace la source du conflit final d'une lutte intime et psychologique vers une menace extérieure et physique, simplifiant ainsi la résolution du drame relationnel. La critique majeure adressée au film concerne son rythme et ses ellipses, notamment celle du coma de Nick. Cette ellipse n'est pas seulement un raccourci narratif, elle symbolise un temps mort, une suspension de la relation et des choix. Dans l'analyse, ce coma peut être interprété comme une métaphore de l'état végétatif de leur couple, une période où tout est en pause, permettant un reset émotionnel forcé. Toutefois, son traitement expéditif prive le spectateur de la profondeur de cette épreuve et de son impact transformateur sur les personnages, donnant une impression de résolution magique plutôt que méritée. La fin du film, avec le mariage et la grossesse de Noah, diffère significativement de celle des romans. L'analyse de ce changement est cruciale. Le choix des scénaristes et du réalisateur de conclure sur une image d'union et de promesse, l'enfant à venir, vise à offrir une fermeture symbolique forte et immédiate au public. Cette fin bouclée privilégie la satisfaction émotionnelle instantanée et la symbolique du cycle qui recommence, le mariage, la famille, par rapport à l'ellipse temporelle plus réaliste et mélancolique du livre, qui montrait les personnages déjà ancrés dans une vie de famille établie, suggérant que la vraie paix vient avec le temps long. La chimie des acteurs, souvent citée comme point fort, mérite une analyse approfondie. Nicole Wallace et Gabriel Guevara jouent moins une romance qu'une dépendance mutuelle. Leurs échanges sont chargés d'une histoire qui dépasse les dialogues, leur silence et leurs regards en disent long sur les non-dits et les blessures. Cette alchimie est ce qui rend crédible, aux yeux du public, la persistance d'un lien aussi destructeur, car elle transmet l'idée d'une connexion quasi charnelle et intuitive qui résiste à toute logique. La production soignée, avec ses paysages magnifiques et sa bande-son efficace, n'est pas qu'un habillage esthétique. Elle participe à la dramaturgie. Les lieux, Ibiza, les bureaux modernes, les résidences luxueuses, sont des extensions de l'état d'esprit des personnages. Le paradis festif est perdu, la froideur du pouvoir, le cocon illusoire de la richesse. La musique sert de contrepoint émotionnel, souvent plus romantique et épique que ne le sont les situations, guidant ainsi la perception du spectateur vers l'intensité sentimentale plutôt que vers une lecture critique des comportements. La réception contrastée du film s'explique par ce double niveau de lecture. Pour les fans de la saga, il offre la conclusion émotionnelle et la catharsis attendue, avec la réconciliation et l'union tant désirée. Pour les critiques ou les spectateurs extérieurs à la saga, le film peut apparaître comme une accumulation de conventions du mélodrame jeunesse, avec ses twists excessifs et sa normalisation de rapports conflictuels.
Le film ne cherche pas à juger ses personnages, mais à raconter leur histoire jusqu'à son terme logique dans la grammaire du genre, ce qui constitue à la fois sa force pour son public et sa limite pour un public plus large. En conclusion, À Contresens 3 est une œuvre qui assume pleinement son identité de finale de saga mélodramatique. Son analyse révèle un film plus préoccupé par la fermeture émotionnelle du cycle que par l'approfondissement psychologique radical. Il fonctionne comme un miroir des passions adolescentes devenues adultes, avec leurs contradictions, leurs incohérences et leurs forces irrationnelles. Il est recommandé comme l'épilogue nécessaire pour ceux qui ont suivi le parcours chaotique de Noah et Nick, offrant une résolution en forme de conte de fées moderne, imparfaite et précipitée peut-être, mais satisfaisante dans sa logique propre de romance intense. Le film ne révolutionne pas le genre, mais il en remplit les codes avec une efficacité certaine, portée par la force de ses interprètes principaux et par une esthétique qui sublime le drame intime en épopée sentimentale. Le film À Contresens 3 plonge directement dans les conséquences durables d'une rupture traumatisante. L'analyse de cette œuvre révèle que le temps écoulé n'a pas guéri les blessures, mais les a plutôt cristallisées. La scène inaugurale du mariage à Ibiza n'est pas un simple décor, elle fonctionne comme une métaphore de l'union impossible et du paradis perdu. La rencontre forcée de Noah et Nick est mise en scène avec une tension palpable, où chaque regard échangé est chargé du poids de l'histoire non résolue. La réalisation de Domingo González utilise ici des contrastes marqués entre la blancheur éclatante des tenues, symbole de pureté et de nouveau départ, et les ombres portées sur les visages des protagonistes, trahissant leurs secrets et leurs rancœurs. L'explication de la dynamique relationnelle dans À Contresens 3 doit approfondir la notion de toxicité. Le scénario, adapté des romans de Mercedes Ron, ne se contente pas de mettre en scène une passion tumultueuse, il en expose les mécanismes pervers. Le schéma est répétitif, attraction magnétique, rapprochement physique ou émotionnel, déclenchement d'un conflit lié à l'orgueil ou à la méfiance, puis fuite destructrice. Cette analyse montre que le film interroge moins la force de l'amour que l'emprise du passé et la difficulté de se défaire de schémas affectifs ancrés depuis l'adolescence. La relation Noah-Nick est présentée comme une addiction où la douleur et le plaisir sont inextricablement liés. Le personnage de Noah, interprété par Nicole Wallace, connaît une évolution subtile que le film explore à travers sa relation professionnelle avec Simon. Cette intrigue secondaire n'est pas un simple faire-valoir, elle sert de miroir contrasté à sa relation avec Nick. Simon représente la stabilité, la maturité et un amour moins conflictuel. L'analyse de ses choix met en lumière le dilemme central du personnage. Doit-elle choisir la paix d'une relation saine ou l'intensité dévastatrice d'une passion qui la définit? Sa tentative de reconstruction est constamment minée par l'ombre de Nick, démontrant que leur lien transcende la simple relation amoureuse pour toucher à l'identité profonde. Du côté de Nick, incarné par Gabriel Guevara, le film développe une arc narrative centrée sur la transformation et la vengeance. Son héritage familial n'est plus seulement un décor mais devient le terrain d'une bataille pour son âme. La prise de contrôle agressive de l'empire du grand-père est une métaphore de sa propre lutte pour le contrôle de sa vie et de ses émotions. Son refus de pardonner et sa rancœur envers Noah sont projetés dans sa manière impitoyable de faire des affaires. L'explication de son caractère passe par cette porosité entre le personnel et le professionnel, suggérant que sa soif de pouvoir économique est un substitut à la maîtrise qu'il a perdue sur son cœur. La révélation que Nick est devenu l'actionnaire majoritaire de l'entreprise de Noah constitue un pivot narratif majeur. Cette analyse y voit bien plus qu'un coup théâtral. C'est la matérialisation concrète de l'emprise qu'il cherche à conserver sur elle, une emprise économique remplaçant l'emprise affective. Cela transforme leur relation en un rapport de force institutionnalisé, où les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle s'effacent totalement. Le film questionne ainsi les limites de la possession dans un couple et la difficulté de séparer les sphères de la vie lorsqu'une histoire est aussi fusionnelle. Les thèmes du pardon et de la reconstruction sont traités de manière adulte, marquant une évolution par rapport au volet précédent. À Contresens 3 ne propose pas de rédemption facile. Le pardon est montré comme un processus long, chaotique, semé de rechutes et de doutes. La reconstruction de chacun est asymétrique. Noah tente de bâtir du neuf, tandis que Nick reconstruit sur les ruines de son passé, par la conquête et l'affirmation de puissance. Cette divergence dans leur chemin de guérison explique en grande partie les conflits qui persistent, chacun évoluant dans un paradigme différent de ce que signifie aller de l'avant. L'intrusion violente des personnages de Briard et Michael dans le dernier acte est un élément qui divise. Son explication réside dans la logique mélodramatique de la saga, où les conflits internes doivent trouver une résolution par une externalisation de la menace. Briard et Michael incarnent les conséquences tangibles des actions passées de Nick, les fantômes de son héritage toxique qui reviennent littéralement lui faire payer le prix de sa transformation.
Cependant, d'un point de vue analytique, cette résolution peut sembler bâclée car elle déplace la source du conflit final d'une lutte intime et psychologique vers une menace extérieure et physique, simplifiant ainsi la résolution du drame relationnel. Et la critique majeure adressée au film concerne son rythme et ses ellipses, notamment celle du coma de Nick. Cette ellipse n'est pas seulement un raccourci narratif, elle symbolise un temps mort, une suspension de la relation et des choix. Dans l'analyse, ce coma peut être interprété comme une métaphore de l'état végétatif de leur couple, une période où tout est en pause, permettant un reset émotionnel forcé. Toutefois, son traitement expéditif prive le spectateur de la profondeur de cette épreuve et de son impact transformateur sur les personnages, donnant une impression de résolution magique plutôt que méritée. La fin du film, avec le mariage et la grossesse de Noah, diffère significativement de celle des romans. L'analyse de ce changement est cruciale. Le choix des scénaristes et du réalisateur de conclure sur une image d'union et de promesse, l'enfant à venir, vise à offrir une fermeture symbolique forte et immédiate au public. Cette fin bouclée privilégie la satisfaction émotionnelle instantanée et la symbolique du cycle qui recommence, le mariage, la famille, par rapport à l'ellipse temporelle plus réaliste et mélancolique du livre, qui montrait les personnages déjà ancrés dans une vie de famille établie, suggérant que la vraie paix vient avec le temps long. La chimie des acteurs, souvent citée comme point fort, mérite une analyse approfondie. Nicole Wallace et Gabriel Guevara jouent moins une romance qu'une dépendance mutuelle. Leurs échanges sont chargés d'une histoire qui dépasse les dialogues, leur silence et leurs regards en disent long sur les non-dits et les blessures. Cette alchimie est ce qui rend crédible, aux yeux du public, la persistance d'un lien aussi destructeur, car elle transmet l'idée d'une connexion quasi charnelle et intuitive qui résiste à toute logique. La production soignée, avec ses paysages magnifiques et sa bande-son efficace, n'est pas qu'un habillage esthétique. Elle participe à la dramaturgie. Les lieux, Ibiza, les bureaux modernes, les résidences luxueuses, sont des extensions de l'état d'esprit des personnages. Le paradis festif est perdu, la froideur du pouvoir, le cocon illusoire de la richesse. La musique sert de contrepoint émotionnel, souvent plus romantique et épique que ne le sont les situations, guidant ainsi la perception du spectateur vers l'intensité sentimentale plutôt que vers une lecture critique des comportements. La réception contrastée du film s'explique par ce double niveau de lecture. Pour les fans de la saga, il offre la conclusion émotionnelle et la catharsis attendue, avec la réconciliation et l'union tant désirée. Pour les critiques ou les spectateurs extérieurs à la saga, le film peut apparaître comme une accumulation de conventions du mélodrame jeunesse, avec ses twists excessifs et sa normalisation de rapports conflictuels. Le film ne cherche pas à juger ses personnages, mais à raconter leur histoire jusqu'à son terme logique dans la grammaire du genre, ce qui constitue à la fois sa force pour son public et sa limite pour un public plus large. En conclusion, À Contresens 3 est une œuvre qui assume pleinement son identité de finale de saga mélodramatique. Son analyse révèle un film plus préoccupé par la fermeture émotionnelle du cycle que par l'approfondissement psychologique radical. Il fonctionne comme un miroir des passions adolescentes devenues adultes, avec leurs contradictions, leurs incohérences et leurs forces irrationnelles. Il est recommandé comme l'épilogue nécessaire pour ceux qui ont suivi le parcours chaotique de Noah et Nick, offrant une résolution en forme de conte de fées moderne, imparfaite et précipitée peut-être, mais satisfaisante dans sa logique propre de romance intense. Le film ne révolutionne pas le genre, mais il en remplit les codes avec une efficacité certaine, portée par la force de ses interprètes principaux et par une esthétique qui sublime le drame intime en épopée sentimentale. L'évolution narrative de la saga atteint ici un point de maturité formelle où les enjeux financiers et les luttes de pouvoir ne servent plus de simple arrière-plan. Ils deviennent le langage même par lequel Nick exprime son désarroi et sa volonté de contrôler un destin qui lui a échappé. La froideur des salles de conseil et la brutalité des acquisitions hostiles sont juxtaposées aux scènes d'intimité, créant un contraste saisissant entre la dureté de l'homme public et la vulnérabilité persistante de l'amant. Cette dichotomie façonne la tension dramatique et offre une lecture socio-économique de son caractère, où l'argent et l'influence sont des armes pour se bâtir une forteresse après l'échec sentimental. Noah, en s'engageant avec Simon, explore une voie que la saga n'avait jamais sérieusement envisagée auparavant, celle d'un attachement raisonnable et équilibré. Cette relation sert de point de comparaison essentiel pour le public, permettant de mesurer l'écart entre un amour apaisant et la passion dévorante qu'elle partage avec Nick. Le film pose une question implicite. L'intensité justifie-t-elle la souffrance, ou la sérénité est-elle préférable même si elle semble moins vive? Simon n'est pas un personnage falot, il incarne une alternative crédible, ce qui complexifie le choix de Noah et empêche une lecture manichéenne de sa trajectoire. La gestion du temps dans le récit est un élément clé de sa structure et de ses faiblesses perçues. Les ellipses importantes,
comme celle couvrant la transformation de Nick en magnate impitoyable ou son rétablissement après l'agression, créent un sentiment d'accélération brutale vers la conclusion. Cette compression temporelle peut donner l'impression que les transformations les plus profondes des personnages se produisent hors champ, réduisant ainsi la satisfaction narrative à assister à leur mue. Le film mise sur l'intelligence émotionnelle du spectateur pour combler ces blancs, une stratégie risquée qui ne fonctionne pas uniformément pour tous. L'esthétique visuelle mérite une attention particulière, car elle dépasse la simple recherche de beauté formelle. La photographie, souvent saturée de couleurs chaudes lors des flashbacks ou des moments de passion, adopte des tons plus froids et métalliques dans le présent, notamment dans les scènes professionnelles. Cette palette évolutive reflète la perte de l'innocence et l'entrée dans un monde adulte où les sentiments doivent composer avec les réalités matérielles. Ibiza, avec sa lumière crue et ses espaces ouverts, reste l'unique vestige de leur jeunesse insouciante, un Éden auquel ils ne peuvent plus vraiment accéder. Le traitement du personnage de Jenna, interprété par Eva Ruiz, ainsi que celui de Lyon, Victor Varona, n'est pas anodin. Leur mariage heureux et stable agit comme un contrepoint constant au couple central. Il représente la preuve qu'une relation saine est possible dans cet univers, mettant en relief par contraste la nature dysfonctionnelle du lien entre Noah et Nick. Leur rôle n'est pas uniquement d'être des confidents, mais d'incarner une normalité à laquelle les protagonistes aspirent sans parvenir à l'atteindre, sauf peut-être dans l'ultime séquence. La bande-son, composée de titres pop et de morceaux instrumentaux mélodramatiques, opère comme un narrateur émotionnel supplémentaire. Elle enveloppe les scènes, explicitant souvent les sentiments que les dialogues taisent par orgueil ou incapacité à communiquer. Cette surenchère musicale est caractéristique du genre et participe à l'expérience immersive voulue, en créant un flux continu d'émotions qui accompagne le spectateur même lorsque les motivations des personnages deviennent opaques ou contestables. L'élément de la grossesse dans le dénouement final est riche de significations symboliques. Il ne s'agit pas seulement d'un heureux présage pour l'avenir du couple. Cette grossesse représente l'enfantement d'un nouveau chapitre, littéralement et figurativement, la promesse d'un renouveau qui n'efface pas le passé mais qui oblige à le dépasser. C'est aussi un motif classique de clôture dans les mélodrames, signant la création d'une famille et donc l'entrée définitive dans l'âge adulte et ses responsabilités, une étape que les personnages semblaient fuir depuis le début de la saga. L'arc de Nick, en particulier, interroge la possibilité de la rédemption pour un personnage aussi construit autour de ses défauts. Son parcours depuis le jeune homme rebelle et blessé jusqu'à l'homme d'affaires impitoyable puis au futur mari et père, est semé d'actes discutables. Le film choisit de faire de son sacrifice physique à l'agression subie et de son vulnérabilité ultime, le coma, les catalyseurs de sa prise de conscience et de son rachat. Cette narrative repose sur l'idée que la souffrance extrême purifie et permet un nouveau départ, une notion romantique qui peut sembler problématique si elle est considérée hors de son contexte fictionnel. L'analyse du dialogue révèle une évolution dans la manière dont les personnages communiquent. Les échanges sont souvent concis, chargés de sous-entendus, marqués par des non-dits et des répliques cinglantes. Cette économie de mots contraste avec la verbosité émotionnelle des premiers films et traduit une forme de lassitude et de maturité contrainte. Quand les déclarations enfin explicites surviennent, elles en sont d'autant plus puissantes, car elles rompent des années de silence et de malentendus volontaires. La direction d'acteur de Domingo González semble privilégier la suggestion à la démonstration. Les moments les plus forts sont souvent ceux du silence, où un regard, un geste suspendu ou une légère inflexion de la voix en disent plus long que des tirades. Cette approche demande beaucoup aux interprètes, qui doivent faire vivre toute l'histoire partagée de leurs personnages dans la subtilité de leurs expressions. C'est dans ces silences que la complicité évidente entre Nicole Wallace et Gabriel Guevara porte le plus fortement le film. Le choix de Prime Video comme plateforme de diffusion exclusive influence aussi la réception et la forme de l'œuvre. Libéré des contraintes de durée ou de formatage télévisuel strict, le film peut développer son rythme propre, même si celui-ci est critiqué. La plateforme permet également une visibilité mondiale immédiate, expliquant en partie la polarisation des avis entre les fans internationaux de la saga littéraire et les spectateurs découvrant l'univers. Le film est clairement conçu comme un événement de streaming, avec ses moments clés calibrés pour susciter l'engagement et le débat en ligne. Le thème de la performance sociale est central dans ce volet. Noah et Nick jouent perpétuellement un rôle. Celui de la collaboratrice compétente et de l'homme d'affaires froid, notamment lorsqu'ils sont dans l'environnement professionnel qu'ils partagent désormais. Le film montre la tension extrême que génère cette nécessité de maintenir un masque en présence de l'autre, masque qui finit toujours par se fissurer, révélant la persistance des sentiments sous la façade professionnelle. Cette théâtralité sociale est un élément clé de la tension érotique et dramatique. L'héritage littéraire pèse sur l'adaptation, créant une attente spécifique. Les changements opérés, notamment la fin,
sont le résultat d'un travail d'adaptation qui cherche à condenser et à symboliser plutôt qu'à suivre méticuleusement la chronologie des romans. Ce choix est toujours un pari. Il satisfait le désir d'une conclusion cinématographique forte mais peut décevoir ceux qui sont attachés aux nuances et au développement progressif de la source originale. L'approbation de Mercedes rend légitime ses choix, mais ne les rend pas universellement convaincants pour tous les lecteurs. Et la violence de la séquence finale, avec Briard et Michael, introduit un genre différent, le thriller, dans le mélodrame. Ce croisement de genres peut être perçu comme un artifice pour relancer l'action, mais il sert aussi à concrétiser les dangers abstraits liés au passé de Nick. Cette violence physique devient le point culminant de la violence émotionnelle qui a traversé toutes leurs relations, une violence qui doit être extériorisée et vaincue pour que la paix puisse enfin s'installer. Le personnage de Simon, le patron de Noah, est écrit avec une certaine ambiguïté. Il n'est pas présenté comme un personnage négatif ou ennuyeux, mais comme un homme bon et attachant. Cette nuance est importante car elle empêche le spectateur de souhaiter son échec par simple soutien au couple principal. Au contraire, il inspire de l'empathie, rendant le retour de Noah vers Nick moins une victoire évidente qu'un choix complexe et même douloureux, teinté d'une certaine forme de trahison envers un partenaire bienveillant. Le motif de la trahison court tout au long du film, sous diverses formes: trahison amoureuse, trahison professionnelle, trahison de la confiance, trahison de soi-même. Chaque personnage en est à la fois victime et auteur à différents moments. Le film explore l'idée que dans les relations profondément enchevêtrées, la trahison n'est parfois pas un acte unique mais un processus continu de petites lâchetés et de choix douloureux, où la loyauté envers ses propres sentiments entre en conflit avec la loyauté envers l'autre. L'utilisation des espaces clos et ouverts est très significative. Les scènes de conflit ou d'intenses émotions ont souvent lieu dans des espaces confinés, ascenseurs, bureaux, chambres d'hôtel, accentuant le sentiment d'étouffement et d'impossibilité d'échapper à l'autre. À l'inverse, les moments de possible réconciliation ou de paix intérieure sont associés à des grands espaces, la terrasse face à la mer, les paysages d'Ibiza, suggérant la possibilité d'une respiration et d'un avenir moins contraint. L'argent, dans À Contresens 3, n'est plus un simple accessoire de luxe mais un personnage à part entière. Il est source de pouvoir, de conflits, de manipulation et de dépendance. La mainmise financière de Nick sur la vie de Noah est l'ultime manifestation de leur rapport de force inégal. Le film pose la question de savoir si un amour peut être véritablement libre et consenti lorsqu'il existe un tel déséquilibre économique et institutionnel entre les partenaires, une problématique très moderne au sein du récit mélodramatique. L'évolution du personnage de Noah vers une plus grande affirmation de soi est l'un des aspects les plus positifs du film. Même lorsqu'elle est émotionnellement vulnérable, elle montre une force professionnelle et une volonté de ne plus se laisser entièrement définir par son amour pour Nick. Sa décision finale n'est pas présentée comme une capitulation, mais comme un choix actif et conscient, qu'elle pose en toute connaissance des souffrances passées. Cette agency, même relative, marque une progression notable par rapport à son personnage dans les premiers volets. La structure narrative en flashback discret ou en allusion au passé commun est utilisée avec parcimonie. Le film suppose que le spectateur connaît l'histoire, ou du moins en perçoit les cicatrices, et ne ressent pas le besoin de grandes séquences rétrospectives. Cette économie narrative force le récit à se concentrer sur le présent et les conséquences, mais elle peut aussi créer un sentiment de distance pour ceux qui ne sont pas intimement familiers avec les détails de la saga, les privant de clés de compréhension émotionnelle. Le langage corporel des acteurs est un élément crucial de la narration. La manière dont Nick se tend en présence de Noah, dont Noah croise les bras pour se protéger, ou dont leur corps semble se chercher inconsciemment même lorsqu'ils sont en conflit, raconte une histoire parallèle à celle des dialogues. Cette physicalité témoigne d'une attraction et d'une habitude si anciennes qu'elles sont devenues instinctives, survivant à toutes les ruptures et à toutes les paroles blessantes. Le film aborde aussi, en filigrane, la question de la construction familiale et des modèles parentaux défaillants. Les actions de Nick sont en partie motivées par son désir de se distinguer de l'héritage toxique de son grand-père, tout en utilisant les mêmes armes que lui. Sa future paternité, annoncée à la fin, pose la question de la transmission et de la possibilité de briser les cycles de comportements destructeurs, offrant une lueur d'espoir sur sa capacité à créer une famille différente de celle dont il est issu. Les intrigues secondaires, comme les manigances économiques ou les menaces extérieures, bien que parfois jugées excessives, servent à élargir l'univers du film au-delà du huis clos sentimental. Elles ancrent les problèmes du couple dans un monde plus large et plus dangereux, rappelant que leurs choix ont des répercussions au-delà de leur sphère intime. Ces intrigues permettent également de montrer les personnages sous un jour différent, dans des rôles sociaux où ils doivent agir avec ruse, courage ou leadership. La scène de l'hôpital, après l'agression de Nick, est un moment charnière d'une grande simplicité. Elle dépouille les personnages de tous leurs masques sociaux et de leur défense. Noah,
face à Nick vulnérable, et Nick, dans l'incapacité de fuir, sont réduits à l'essentiel, la peur de la perte et la réalité de l'attachement. Cette scène fonctionne comme un reset émotionnel, un moment de vérité où les jeux de pouvoir et les rancœurs s'effacent devant la possibilité concrète de la mort. La notion de contresens du titre prend tout son relief dans ce volet. Elle ne désigne plus seulement l'attraction interdite des débuts, mais l'ensemble des choix qui semblent aller à l'encontre du bon sens et du bonheur apparent. Rester avec Nick est un contresens pour la Noah rationnelle qui a construit une vie avec Simon. Pardonner à Noah est un contresens pour le Nick orgueilleux qui s'est construit une carapace d'indifférence. Le film célèbre en fin de compte la puissance déraisonnable du sentiment qui balaie toutes ses logiques. Le costume joue un rôle symbolique important. Les costumes structurés et sombres de Nick, surtout dans la seconde partie, soulignent sa transformation en homme d'affaires dur et sa volonté de se protéger. Les tenues de Noah, souvent plus sobres et professionnelles qu'auparavant, reflètent sa propre maturation et son intégration dans un monde sérieux. Les rares moments où il revêt des vêtements décontractés ou, à l'inverse, très élégants, pour le mariage, marquent des moments de rupture dans leur routine défensive. Le traitement de la jalousie est moins frontal que dans les films précédents, mais tout aussi présent. Elle n'éclate plus en crises spectaculaires, mais se niche dans des remarques acerbes, des questions indirectes ou des silences lourds de sous-entendus. Cette jalousie mature est peut-être plus pernicieuse car elle est maîtrisée, intégrée au quotidien, et révèle une insécurité persistante que ni la réussite professionnelle ni le temps n'ont réussi à effacer complètement. L'analyse féministe du film est mitigée. D'un côté, Noah gagne en autonomie et en carrière, et son choix final est présenté comme émanant d'elle. De l'autre, la trame narrative repose encore largement sur le pouvoir, la richesse et parfois la manipulation masculine, et la résolution passe par un événement, la grossesse, qui l'inscrit dans un rôle traditionnel. Le film navigue ainsi entre des représentations modernes et des archétypes classiques du mélodrame, sans totalement trancher en faveur de l'une ou l'autre. La musique diégétique, celle que les personnages écoutent, est aussi un indice de leur état d'esprit et de leur connexion. Le partage d'une chanson, l'écoute d'un morceau dans une voiture, sont des petits détails qui rappellent une intimité passée et des souvenirs communs. Ces références musicales créent un pont émotionnel entre le passé et le présent, rappelant que malgré les années et les conflits, ils partagent une histoire culturelle et sensorielle qui les lie. L'humour est rare mais présent, souvent porté par les personnages secondaires comme Jenna et Lyon. Il sert de soupape de sécurité dans la tension dramatique, rappelant que la vie et la normalité existent en dehors du tourbillon émotionnel du couple principal. Ces moments légers sont nécessaires pour éviter que le film ne sombre dans un sérieux absolu et pour rendre les personnages plus humains et attachants. Le montage, notamment dans les scènes de conflit ou de retrouvailles, utilise souvent des coupes rapides et des plans serrés sur les visages. Ce style crée un rythme cardiaque, une impression de précipitation et d'urgence qui correspond à l'état émotionnel des personnages. Dans les scènes plus calmes, le montage s'apaise, laissant planer les silences et les regards, permettant à la tension non dite de s'installer. Le motif de l'eau est récurrent. La mer à Ibiza, la pluie lors de scènes clés, l'idée de la noyade émotionnelle. L'eau représente à la fois le danger, la purification et le flux des émotions incontrôlables. Nick et Noah sont souvent filmés près de l'eau au moment charnière, comme si cet élément naturel reflétait la force brute et changeante de leurs sentiments, impossible à canaliser ou à contenir. Et la question du public cible est essentielle pour comprendre les choix du film. En visant explicitement les jeunes adultes qui ont grandi avec la saga, le film assume certaines de ses conventions et de ses excès. Il parle le langage de son public, mêlant aspirations romantiques intenses et préoccupations plus adultes, carrière, héritage, construction familiale. Cette fidélité à l'esprit de la franchise est à la fois sa raison d'être et la source des critiques qui lui reprochent de ne pas s'en affranchir pour viser l'universel. La performance de Gabriel Guevara est particulièrement notable dans les scènes où Nick doit dissimuler sa vulnérabilité sous une froideur calculée. On perçoit constamment la lutte intérieure, la faille derrière la façade, ce qui rend le personnage plus complexe qu'un simple héros romantique ou qu'un tyran. Sa capacité à faire passer l'émotion par de minuscules expressions en un tic, un regard fuyant, donne de la profondeur à un personnage qui pourrait sinon sembler simplement odieux. La performance de Nicole Wallace, quant à elle, excelle dans la retenue. Noah est un personnage qui a appris à contenir ses émotions pour survivre. Wallace joue cette contention avec une grande justesse, laissant poindre la tempête intérieure par des tremblements imperceptibles de la voix, des larmes qui ne coulent pas, ou des sourires forcés. Sa force réside dans ce qu'elle ne montre pas, faisant de chaque détail une victoire ou une défaite intime. L'écriture du personnage de Lyon offre une vision alternative de la masculinité. Stable, loyal, communicatif et sans obsession du pouvoir, il constitue un contrepoids intéressant à Nick. Il n'est pas présenté comme faible pour autant,
mais comme équilibrée, proposant un modèle de partenaire différent qui n'est pas centré sur la possession et la domination, mais sur le soutien et le partenariat. Le film se clôt sur une image de famille et de paix retrouvée, mais une analyse attentive laisse entrevoir les cicatrices. Le bonheur final n'est pas naïf, il est conscient des épreuves passées et des imperfections persistantes. Il s'agit d'un bonheur gagné, fragile, et d'autant plus précieux. Cette nuance évite une conclusion trop mièvre et maintient une certaine forme de réalisme dans l'optimisme final, reconnaissant que les histoires d'amour les plus intenses ne sont pas les plus simples, mais peut-être les plus résilientes. En définitive, À Contresens 3 réussit là où la plupart des finales de saga échouent. Il fournit une clôture émotionnellement satisfaisante à ses personnages principaux, en respectant à la fois leur évolution et la nature fondamentale de leur lien. Les critiques portent souvent sur la forme, rythme, excès, plus que sur le fond de l'histoire sentimentale, ce qui indique que le cœur du récit a atteint sa cible. Il reste une œuvre de genre, parfaitement consciente de ses codes et de son public, et qui les sert avec sérieux et un professionnalisme indéniable, scellant ainsi de manière définitive le destin cinématographique de Noah et Nick. Le film À Contresens 3 plonge directement dans les conséquences durables d'une rupture traumatisante. L'analyse de cette œuvre révèle que le temps écoulé n'a pas guéri les blessures, mais les a plutôt cristallisées. La scène inaugurale du mariage à Ibiza n'est pas un simple décor, elle fonctionne comme une métaphore de l'union impossible et du paradis perdu. La rencontre forcée de Noah et Nick est mise en scène avec une tension palpable, où chaque regard échangé est chargé du poids de l'histoire non résolue. La réalisation de Domingo González utilise ici des contrastes marqués entre la blancheur éclatante des tenues, symbole de pureté et de nouveau départ, et les ombres portées sur les visages des protagonistes, trahissant leurs secrets et leur rancœur. L'explication de la dynamique relationnelle dans À Contresens 3 doit approfondir la notion de toxicité. Le scénario, adapté des romans de Mercedes Ron, ne se contente pas de mettre en scène une passion tumultueuse. Il en expose les mécanismes pervers. Le schéma est répétitif, attraction magnétique, rapprochement physique ou émotionnel, déclenchement d'un conflit lié à l'orgueil ou à la méfiance, puis fuite destructrice. Cette analyse montre que le film interroge moins la force de l'amour que l'emprise du passé et la difficulté de se défaire de schémas affectifs ancrés depuis l'adolescence. La relation Noah-Nick est présentée comme une addiction où la douleur et le plaisir sont inextricablement liés. Le personnage de Noah, interprété par Nicole Wallace, connaît une évolution subtile que le film explore à travers sa relation professionnelle avec Simon. Cette intrigue secondaire n'est pas un simple faire-valoir, elle sert de miroir contrasté à sa relation avec Nick. Simon représente la stabilité, la maturité et un amour moins conflictuel. L'analyse de ses choix met en lumière le dilemme central du personnage. Doit-elle choisir la paix d'une relation saine ou l'intensité dévastatrice d'une passion qui la définit ? Sa tentative de reconstruction est constamment minée par l'ombre de Nick, démontrant que leur lien transcende la simple relation amoureuse pour toucher à l'identité profonde. Du côté de Nick, incarné par Gabriel Guevara, le film développe une arc narrative centrée sur la transformation et la vengeance. Son héritage familial n'est plus seulement un décor mais devient le terrain d'une bataille pour son âme. La prise de contrôle agressive de l'empire du grand-père est une métaphore de sa propre lutte pour le contrôle de sa vie et de ses émotions. Son refus de pardonner et sa rancœur envers Noah sont projetés dans sa manière impitoyable de faire des affaires. L'explication de son caractère passe par cette porosité entre le personnel et le professionnel, suggérant que sa soif de pouvoir économique est un substitut à la maîtrise qu'il a perdue sur son cœur. La révélation que Nick est devenu l'actionnaire majoritaire de l'entreprise de Noah constitue un pivot narratif majeur. Cette analyse y voit bien plus qu'un coup théâtral. C'est la matérialisation concrète de l'emprise qu'il cherche à conserver sur elle, une emprise économique remplaçant l'emprise affective. Cela transforme leur relation en un rapport de force institutionnalisé, où les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle s'effacent totalement. Le film questionne ainsi les limites de la possession dans un couple et la difficulté de séparer les sphères de la vie lorsqu'une histoire est aussi fusionnelle. Les thèmes du pardon et de la reconstruction sont traités de manière adulte, marquant une évolution par rapport au volet précédent. À Contresens 3 ne propose pas de rédemption facile. Le pardon est montré comme un processus long, chaotique, semé de rechutes et de doutes. La reconstruction de chacun est asymétrique. Noah tente de bâtir du neuf, tandis que Nick reconstruit sur les ruines de son passé, par la conquête et l'affirmation de puissance. Cette divergence dans leur chemin de guérison explique en grande partie les conflits qui persistent, chacun évoluant dans un paradigme différent de ce que signifie aller de l'avant. L'intrusion violente des personnages de Briard et Michael dans le dernier acte est un élément qui divise. Son explication réside dans la logique mélodramatique de la saga, où les conflits internes doivent trouver une résolution par une externalisation de la menace.
Briard et Michael incarnent les conséquences tangibles des actions passées de Nick, les fantômes de son héritage toxique qui reviennent littéralement lui faire payer le prix de sa transformation. Cependant, d'un point de vue analytique, cette résolution peut sembler bâclée car elle déplace la source du conflit final d'une lutte intime et psychologique vers une menace extérieure et physique, simplifiant ainsi la résolution du drame relationnel. La critique majeure adressée au film concerne son rythme et ses ellipses, notamment celle du coma de Nick. Cette ellipse n'est pas seulement un raccourci narratif, elle symbolise un temps mort, une suspension de la relation et des choix. Dans l'analyse, ce coma peut être interprété comme une métaphore de l'état végétatif de leur couple, une période où tout est en pause, permettant un reset émotionnel forcé. Toutefois, son traitement expéditif prive le spectateur de la profondeur de cette épreuve et de son impact transformateur sur les personnages, donnant une impression de résolution magique plutôt que méritée. La fin du film, avec le mariage et la grossesse de Noah, diffère significativement de celle des romans. L'analyse de ce changement est cruciale. Le choix des scénaristes et du réalisateur de conclure sur une image d'union et de promesse, l'enfant à venir, vise à offrir une fermeture symbolique forte et immédiate au public. Cette fin bouclée privilégie la satisfaction émotionnelle instantanée et la symbolique du cycle qui recommence, le mariage, la famille, par rapport à l'ellipse temporelle plus réaliste et mélancolique du livre, qui montrait les personnages déjà ancrés dans une vie de famille établie, suggérant que la vraie paix vient avec le temps long. La chimie des acteurs, souvent citée comme point fort, mérite une analyse approfondie. Nicole Wallace et Gabriel Guevara jouent moins une romance qu'une dépendance mutuelle. Leurs échanges sont chargés d'une histoire qui dépasse les dialogues, leur silence et leurs regards en disent long sur les non-dits et les blessures. Cette alchimie est ce qui rend crédible, aux yeux du public, la persistance d'un lien aussi destructeur, car elle transmet l'idée d'une connexion quasi charnelle et intuitive qui résiste à toute logique. La production soignée, avec ses paysages magnifiques et sa bande-son efficace, n'est pas qu'un habillage esthétique. Elle participe à la dramaturgie. Les lieux, Ibiza, les bureaux modernes, les résidences luxueuses, sont des extensions de l'état d'esprit des personnages. Le paradis festif est perdu, la froideur du pouvoir, le cocon illusoire de la richesse. La musique sert de contrepoint émotionnel, souvent plus romantique et épique que ne le sont les situations, guidant ainsi la perception du spectateur vers l'intensité sentimentale plutôt que vers une lecture critique des comportements. La réception contrastée du film s'explique par ce double niveau de lecture. Pour les fans de la saga, il offre la conclusion émotionnelle et la catharsis attendue, avec la réconciliation et l'union tant désirée. Pour les critiques ou les spectateurs extérieurs à la saga, le film peut apparaître comme une accumulation de conventions du mélodrame jeunesse, avec ses twists excessifs et sa normalisation de rapports conflictuels. Le film ne cherche pas à juger ses personnages, mais à raconter leur histoire jusqu'à son terme logique dans la grammaire du genre, ce qui constitue à la fois sa force pour son public et sa limite pour un public plus large. En conclusion, À Contresens 3 est une œuvre qui assume pleinement son identité de finale de saga mélodramatique. Son analyse révèle un film plus préoccupé par la fermeture émotionnelle du cycle que par l'approfondissement psychologique radical. Il fonctionne comme un miroir des passions adolescentes devenues adultes, avec leurs contradictions, leurs incohérences et leurs forces irrationnelles. Il est recommandé comme l'épilogue nécessaire pour ceux qui ont suivi le parcours chaotique de Noah et Nick, offrant une résolution en forme de conte de fées moderne, imparfaite et précipitée peut-être, mais satisfaisante dans sa logique propre de romance intense. Le film ne révolutionne pas le genre, mais il en remplit les codes avec une efficacité certaine, portée par la force de ses interprètes principaux et par une esthétique qui sublime le drame intime en épopée sentimentale. L'évolution narrative de la saga atteint ici un point de maturité formelle où les enjeux financiers et les luttes de pouvoir ne servent plus de simple arrière-plan. Ils deviennent le langage même par lequel Nick exprime son désarroi et sa volonté de contrôler un destin qui lui a échappé. La froideur des salles de conseil et la brutalité des acquisitions hostiles sont juxtaposées aux scènes d'intimité, créant un contraste saisissant entre la dureté de l'homme public et la vulnérabilité persistante de l'amant. Cette dichotomie façonne la tension dramatique et offre une lecture socio-économique de son caractère, où l'argent et l'influence sont des armes pour se bâtir une forteresse après l'échec sentimental. Noah, en s'engageant avec Simon, explore une voie que la saga n'avait jamais sérieusement envisagée auparavant, celle d'un attachement raisonnable et équilibré. Cette relation sert de point de comparaison essentiel pour le public, permettant de mesurer l'écart entre un amour apaisant et la passion dévorante qu'elle partage avec Nick. Le film pose une question implicite. L'intensité justifie-t-elle la souffrance, ou la sérénité est-elle préférable même si elle semble moins vive? Simon n'est pas un personnage falot, il incarne une alternative crédible, ce qui complexifie le choix de Noah et empêche une lecture manichéenne de sa trajectoire.
La gestion du temps dans le récit est un élément clé de sa structure et de ses faiblesses perçues. Les ellipses importantes, comme celle couvrant la transformation de Nick en magnate impitoyable ou son rétablissement après l'agression, créent un sentiment d'accélération brutale vers la conclusion. Cette compression temporelle peut donner l'impression que les transformations les plus profondes des personnages se produisent hors champ, réduisant ainsi la satisfaction narrative à assister à leur mue. Le film mise sur l'intelligence émotionnelle du spectateur pour combler ces blancs, une stratégie risquée qui ne fonctionne pas uniformément pour tous. L'esthétique visuelle mérite une attention particulière, car elle dépasse la simple recherche de beauté formelle. La photographie, souvent saturée de couleurs chaudes lors des flashbacks ou des moments de passion, adopte des tons plus froids et métalliques dans le présent, notamment dans les scènes professionnelles. Cette palette évolutive reflète la perte de l'innocence et l'entrée dans un monde adulte où les sentiments doivent composer avec les réalités matérielles. Ibiza, avec sa lumière crue et ses espaces ouverts, reste l'unique vestige de leur jeunesse insouciante, un Éden auquel ils ne peuvent plus vraiment accéder. Le traitement du personnage de Jenna, interprété par Eva Ruiz, ainsi que celui de Lyon, Victor Varona, n'est pas anodin. Leur mariage heureux et stable agit comme un contrepoint constant au couple central. Il représente la preuve qu'une relation saine est possible dans cet univers, mettant en relief par contraste la nature dysfonctionnelle du lien entre Noah et Nick. Leur rôle n'est pas uniquement d'être des confidents, mais d'incarner une normalité à laquelle les protagonistes aspirent sans parvenir à l'atteindre, sauf peut-être dans l'ultime séquence. La bande-son, composée de titres pop et de morceaux instrumentaux mélodramatiques, opère comme un narrateur émotionnel supplémentaire. Elle enveloppe les scènes, explicitant souvent les sentiments que les dialogues taisent par orgueil ou incapacité à communiquer. Cette surenchère musicale est caractéristique du genre et participe à l'expérience immersive voulue, en créant un flux continu d'émotions qui accompagne le spectateur même lorsque les motivations des personnages deviennent opaques ou contestables. L'élément de la grossesse dans le dénouement final est riche de significations symboliques. Il ne s'agit pas seulement d'un heureux présage pour l'avenir du couple. Cette grossesse représente l'enfantement d'un nouveau chapitre, littéralement et figurativement, la promesse d'un renouveau qui n'efface pas le passé mais qui oblige à le dépasser. C'est aussi un motif classique de clôture dans les mélodrames, signant la création d'une famille et donc l'entrée définitive dans l'âge adulte et ses responsabilités, une étape que les personnages semblaient fuir depuis le début de la saga. L'arc de Nick, en particulier, interroge la possibilité de la rédemption pour un personnage aussi construit autour de ses défauts. Son parcours depuis le jeune homme rebelle et blessé jusqu'à l'homme d'affaires impitoyable puis au futur mari et père, est semé d'actes discutables. Le film choisit de faire de son sacrifice physique à l'agression subie et de son vulnérabilité ultime, le coma, les catalyseurs de sa prise de conscience et de son rachat. Cette narrative repose sur l'idée que la souffrance extrême purifie et permet un nouveau départ, une notion romantique qui peut sembler problématique si elle est considérée hors de son contexte fictionnel. L'analyse du dialogue révèle une évolution dans la manière dont les personnages communiquent. Les échanges sont souvent concis, chargés de sous-entendus, marqués par des non-dits et des répliques cinglantes. Cette économie de mots contraste avec la verbosité émotionnelle des premiers films et traduit une forme de lassitude et de maturité contrainte. Quand les déclarations enfin explicites surviennent, elles en sont d'autant plus puissantes, car elles rompent des années de silence et de malentendus volontaires. La direction d'acteur de Domingo González semble privilégier la suggestion à la démonstration. Les moments les plus forts sont souvent ceux du silence, où un regard, un geste suspendu ou une légère inflexion de la voix en disent plus long que des tirades. Cette approche demande beaucoup aux interprètes, qui doivent faire vivre toute l'histoire partagée de leurs personnages dans la subtilité de leurs expressions. C'est dans ces silences que la complicité évidente entre Nicole Wallace et Gabriel Guevara porte le plus fortement le film. Le choix de Prime Video comme plateforme de diffusion exclusive influence aussi la réception et la forme de l'œuvre. Libéré des contraintes de durée ou de formatage télévisuel strict, le film peut développer son rythme propre, même si celui-ci est critiqué. La plateforme permet également une visibilité mondiale immédiate, expliquant en partie la polarisation des avis entre les fans internationaux de la saga littéraire et les spectateurs découvrant l'univers. Le film est clairement conçu comme un événement de streaming, avec ses moments clés calibrés pour susciter l'engagement et le débat en ligne. Le thème de la performance sociale est central dans ce volet. Noah et Nick jouent perpétuellement un rôle. Celui de la collaboratrice compétente et de l'homme d'affaires froid, notamment lorsqu'ils sont dans l'environnement professionnel qu'ils partagent désormais. Le film montre la tension extrême que génère cette nécessité de maintenir un masque en présence de l'autre, masque qui finit toujours par se fissurer, révélant la persistance des sentiments sous la façade professionnelle. Cette théâtralité sociale est un élément clé de la tension érotique et dramatique. L'héritage littéraire pèse sur l'adaptation, créant une attente spécifique.
Les changements opérés, notamment la fin, sont le résultat d'un travail d'adaptation qui cherche à condenser et à symboliser plutôt qu'à suivre méticuleusement la chronologie des romans. Ce choix est toujours un pari. Il satisfait le désir d'une conclusion cinématographique forte mais peut décevoir ceux qui sont attachés aux nuances et au développement progressif de la source originale. L'approbation de Mercedes rend légitime ses choix, mais ne les rend pas universellement convaincants pour tous les lecteurs. La violence de la séquence finale, avec Briard et Michael, introduit un genre différent, le thriller dans le mélodrame. Ce croisement de genres peut être perçu comme un artifice pour relancer l'action, mais il sert aussi à concrétiser les dangers abstraits liés au passé de Nick. Cette violence physique devient le point culminant de la violence émotionnelle qui a traversé toute leur relation, une violence qui doit être extériorisée et vaincue pour que la paix puisse enfin s'installer. Le personnage de Simon, le patron de Noah, est écrit avec une certaine ambiguïté. Il n'est pas présenté comme un personnage négatif ou ennuyeux, mais comme un homme bon et attachant. Cette nuance est importante car elle empêche le spectateur de souhaiter son échec par simple soutien au couple principal. Au contraire, il inspire de l'empathie, rendant le retour de Noah vers Nick moins une victoire évidente qu'un choix complexe et même douloureux, teinté d'une certaine forme de trahison envers un partenaire bienveillant. Le motif de la trahison court tout au long du film, sous diverses formes: trahison amoureuse, trahison professionnelle, trahison de la confiance, trahison de soi-même. Chaque personnage en est à la fois victime et auteur à différents moments. Le film explore l'idée que dans les relations profondément enchevêtrées, la trahison n'est parfois pas un acte unique mais un processus continu de petites lâchetés et de choix douloureux, où la loyauté envers ses propres sentiments entre en conflit avec la loyauté envers l'autre. L'utilisation des espaces clos et ouverts est très significative. Les scènes de conflit ou d'intenses émotions ont souvent lieu dans des espaces confinés, ascenseurs, bureaux, chambres d'hôtel, accentuant le sentiment d'étouffement et d'impossibilité d'échapper à l'autre. À l'inverse, les moments de possible réconciliation ou de paix intérieure sont associés à des grands espaces, la terrasse face à la mer, les paysages d'Ibiza, suggérant la possibilité d'une respiration et d'un avenir moins contraint. L'argent, dans Un contresens 3, n'est plus un simple accessoire de luxe mais un personnage à part entière. Il est source de pouvoir, de conflits, de manipulation et de dépendance. La mainmise financière de Nick sur la vie de Noah est l'ultime manifestation de leur rapport de force inégal. Le film pose la question de savoir si un amour peut être véritablement libre et consenti lorsqu'il existe un tel déséquilibre économique et institutionnel entre les partenaires, une problématique très moderne au sein du récit mélodramatique. L'évolution du personnage de Noah vers une plus grande affirmation de soi est l'un des aspects les plus positifs du film. Même lorsqu'elle est émotionnellement vulnérable, elle montre une force professionnelle et une volonté de ne plus se laisser entièrement définir par son amour pour Nick. Sa décision finale n'est pas présentée comme une capitulation, mais comme un choix actif et conscient, qu'elle pose en toute connaissance des souffrances passées. Cette agency, même relative, marque une progression notable par rapport à son personnage dans les premiers volets. La structure narrative en flashback discret ou en allusion au passé commun est utilisée avec parcimonie. Le film suppose que le spectateur connaît l'histoire, ou du moins en perçoit les cicatrices, et ne ressent pas le besoin de grandes séquences rétrospectives. Cette économie narrative force le récit à se concentrer sur le présent et les conséquences, mais elle peut aussi créer un sentiment de distance pour ceux qui ne sont pas intimement familiers avec les détails de la saga, les privant de clés de compréhension émotionnelle. Le langage corporel des acteurs est un élément crucial de la narration. La manière dont Nick se tend en présence de Noah, dont Noah croise les bras pour se protéger, ou dont leur corps semble se chercher inconsciemment même lorsqu'ils sont en conflit, raconte une histoire parallèle à celle des dialogues. Cette physicalité témoigne d'une attraction et d'une habitude si anciennes qu'elles sont devenues instinctives, survivant à toutes les ruptures et à toutes les paroles blessantes. Le film aborde aussi, en filigrane, la question de la construction familiale et des modèles parentaux défaillants. Les actions de Nick sont en partie motivées par son désir de se distinguer de l'héritage toxique de son grand-père, tout en utilisant les mêmes armes que lui. Sa future paternité, annoncée à la fin, pose la question de la transmission et de la possibilité de briser les cycles de comportements destructeurs, offrant une lueur d'espoir sur sa capacité à créer une famille différente de celle dont il est issu. Les intrigues secondaires, comme les manigances économiques ou les menaces extérieures, bien que parfois jugées excessives, servent à élargir l'univers du film au-delà du huis clos sentimental. Elles ancrent les problèmes du couple dans un monde plus large et plus dangereux, rappelant que leurs choix ont des répercussions au-delà de leur sphère intime. Ces intrigues permettent également de montrer les personnages sous un jour différent, dans des rôles sociaux où ils doivent agir avec ruse, courage ou leadership. La scène de l'hôpital, après l'agression de Nick, est un moment charnière d'une grande simplicité. Elle dépouille les personnages de tous leurs masques sociaux et de leur défense.
Noah, face à Nick vulnérable, et Nick, dans l'incapacité de fuir, sont réduits à l'essentiel, la peur de la perte et la réalité de l'attachement. Cette scène fonctionne comme un reset émotionnel, un moment de vérité où les jeux de pouvoir et les rancœurs s'effacent devant la possibilité concrète de la mort. La notion de contresens du titre prend tout son relief dans ce volet. Elle ne désigne plus seulement l'attraction interdite des débuts, mais l'ensemble des choix qui semblent aller à l'encontre du bon sens et du bonheur apparent. Rester avec Nick est un contresens pour la Noah rationnelle qui a construit une vie avec Simon. Pardonner à Noah est un contresens pour le Nick orgueilleux qui s'est construit une carapace d'indifférence. Le film célèbre en fin de compte la puissance déraisonnable du sentiment qui balaie toutes ses logiques. Le costume joue un rôle symbolique important. Les costumes structurés et sombres de Nick, surtout dans la seconde partie, soulignent sa transformation en homme d'affaires dur et sa volonté de se protéger. Les tenues de Noah, souvent plus sobres et professionnelles qu'auparavant, reflètent sa propre maturation et son intégration dans un monde sérieux. Les rares moments où il revêt des vêtements décontractés ou, à l'inverse, très élégants, pour le mariage, marquent des moments de rupture dans leur routine défensive. Le traitement de la jalousie est moins frontal que dans les films précédents, mais tout aussi présent. Elle n'éclate plus en crises spectaculaires, mais se niche dans des remarques acerbes, des questions indirectes ou des silences lourds de sous-entendus. Cette jalousie mature est peut-être plus pernicieuse car elle est maîtrisée, intégrée au quotidien, et révèle une insécurité persistante que ni la réussite professionnelle ni le temps non réussi à effacer complètement. L'analyse féministe du film est mitigée. D'un côté, Noah gagne en autonomie et en carrière, et son choix final est présenté comme émanant d'elle. De l'autre, la trame narrative repose encore largement sur le pouvoir, la richesse et parfois la manipulation masculine, et la résolution passe par un événement, la grossesse, qui l'inscrit dans un rôle traditionnel. Le film navigue ainsi entre des représentations modernes et des archétypes classiques du mélodrame, sans totalement trancher en faveur de l'une ou l'autre. La musique diégétique, celle que les personnages écoutent, est aussi un indice de leur état d'esprit et de leur connexion. Le partage d'une chanson, l'écoute d'un morceau dans une voiture, sont des petits détails qui rappellent une intimité passée et des souvenirs communs. Ces références musicales créent un pont émotionnel entre le passé et le présent, rappelant que malgré les années et les conflits, ils partagent une histoire culturelle et sensorielle qui les lie. L'humour est rare mais présent, souvent porté par les personnages secondaires comme Jenna et Lyon. Il sert de soupape de sécurité dans la tension dramatique, rappelant que la vie et la normalité existent en dehors du tourbillon émotionnel du couple principal. Ces moments légers sont nécessaires pour éviter que le film ne sombre dans un sérieux absolu et pour rendre les personnages plus humains et attachants. Le montage, notamment dans les scènes de conflit ou de retrouvailles, utilise souvent des coupes rapides et des plans serrés sur les visages. Ce style crée un rythme cardiaque, une impression de précipitation et d'urgence qui correspond à l'état émotionnel des personnages. Dans les scènes plus calmes, le montage s'apaise, laissant planer les silences et les regards, permettant à la tension non dite de s'installer. Le motif de l'eau est récurrent. La mer à Ibiza, la pluie lors de scènes clés, l'idée de la noyade émotionnelle. L'eau représente à la fois le danger, la purification et le flux des émotions incontrôlables. Nick et Noah sont souvent filmés près de l'eau au moment charnière, comme si cet élément naturel reflétait la force brute et changeante de leurs sentiments, impossible à canaliser ou à contenir. La question du public cible est essentielle pour comprendre les choix du film. En visant explicitement les jeunes adultes qui ont grandi avec la saga, le film assume certaines de ses conventions et de ses excès. Il parle le langage de son public, mêlant aspirations romantiques intenses et préoccupations plus adultes, carrière, héritage, construction familiale. Cette fidélité à l'esprit de la franchise est à la fois sa raison d'être et la source des critiques qui lui reprochent de ne pas s'en affranchir pour viser l'universel. La performance de Gabriel Guevara est particulièrement notable dans les scènes où Nick doit dissimuler sa vulnérabilité sous une froideur calculée. On perçoit constamment la lutte intérieure, la faille derrière la façade, ce qui rend le personnage plus complexe qu'un simple héros romantique ou qu'un tyran. Sa capacité à faire passer l'émotion par de minuscules expressions en un tic, un regard fuyant, donne de la profondeur à un personnage qui pourrait sinon sembler simplement odieux. La performance de Nicole Wallace, quant à elle, excelle dans la retenue. Noah est un personnage qui a appris à contenir ses émotions pour survivre. Wallace joue cette contention avec une grande justesse, laissant poindre la tempête intérieure par des tremblements imperceptibles de la voix, des larmes qui ne coulent pas, ou des sourires forcés. Sa force réside dans ce qu'elle ne montre pas, faisant de chaque détail une victoire ou une défaite intime. L'écriture du personnage de Lyon offre une vision alternative de la masculinité. Stable, loyal, communicatif et sans obsession du pouvoir, il constitue un contrepoids intéressant à Nick. Il n'est pas présenté comme faible pour autant,
mais comme équilibré, proposant un modèle de partenaire différent qui n'est pas centré sur la possession et la domination, mais sur le soutien et le partenariat. Le film se clôt sur une image de famille et de paix retrouvée, mais une analyse attentive laisse entrevoir les cicatrices. Le bonheur final n'est pas naïf, il est conscient des épreuves passées et des imperfections persistantes. Il s'agit d'un bonheur gagné, fragile et d'autant plus précieux. Cette nuance évite une conclusion trop mièvre et maintient une certaine forme de réalisme dans l'optimisme final, reconnaissant que les histoires d'amour les plus intenses ne sont pas les plus simples, mais peut-être les plus résilientes. En définitive, À Contresens 3 réussit là où la plupart des finales de saga échouent. Il fournit une clôture émotionnellement satisfaisante à ses personnages principaux, en respectant à la fois leur évolution et la nature fondamentale de leurs liens. Les critiques portent souvent sur la forme, rythme, excès, plus que sur le fond de l'histoire sentimentale, ce qui indique que le cœur du récit a atteint sa cible. Il reste une œuvre de genre, parfaitement consciente de ses codes et de son public, et qui les sert avec sérieux et un professionnalisme indéniable, scellant ainsi de manière définitive le destin cinématographique de Noah et Nick. La métaphore du labyrinthe pourrait résumer la trajectoire des personnages principaux, qui tournent en rond dans les dédales de leur propre psyché et de leur histoire partagée. Chaque tentative de sortie les ramène au centre, à l'attraction irrésistible et douloureuse qu'ils exercent l'un sur l'autre. Le film ne propose pas une sortie linéaire mais une transcendance, où ils acceptent finalement que le centre, avec toutes ses complications, est leur lieu d'être, qu'ils transforment alors en foyer. La question de la légitimité sociale du couple est également effleurée. Leur histoire, née dans le scandale et la transgression, peut-elle déboucher sur une reconnaissance sociale normale, symbolisée par le mariage ? La cérémonie finale n'est pas seulement romantique, elle est un acte de normalisation et d'intégration, une manière de dire que même les amours les plus tourmentés peuvent aspirer à une forme de respectabilité et de paix sociale, achevant ainsi un cycle de rébellion. Le film utilise avec intelligence le procédé du parallélisme pour montrer l'évolution des personnages. Des situations similaires à celles des premiers films se rejouent, mais avec des réactions modifiées par l'âge et l'expérience. Ce miroir déformant du passé permet de mesurer le chemin parcouru, ou au contraire l'immobilisme dans certains schémas, offrant aux spectateurs familiers de la saga une riche matière à comparaison et à réflexion sur la croissance personnelle. La lumière naturelle est un personnage à part entière dans la photographie du film. Elle inonde les scènes de souvenirs heureux ou de possibilités, et se fait crue, presque clinique, dans les environnements professionnels ou les moments de confrontation. La manière dont elle caresse ou sculpte les visages participe directement à l'expression des émotions, remplaçant parfois avantageusement un dialogue pour dire l'espoir, la nostalgie ou la révélation. L'idée de sacrifice est centrale pour comprendre le rachat de Nick. Son sacrifice n'est pas seulement physique, l'agression, il est aussi symbolique. Il sacrifie une part de son orgueil démesuré, de sa volonté de contrôle absolu, et peut-être même une part de sa froideur protectrice, pour s'ouvrir à nouveau à la vulnérabilité de l'amour. Ce sacrifice est le prix qu'il paie, dans la logique narrative, pour mériter une seconde chance et accéder à une forme de maturité émotionnelle. Noah, de son côté, fait le sacrifice de la sécurité émotionnelle. Quitter Simon, c'est renoncer à un amour prévisible et apaisant pour se replonger dans l'incertitude et la passion turbulente. Son choix est un pari sur l'avenir, un acte de foi en la transformation de Nick et en la force de leur lien, ce qui en fait un acte courageux et non une simple régression vers un schéma connu, pour peu que l'on accepte la prémisse de l'évolution de Nick. Le traitement des personnages antagonistes comme Briar et Michael est intéressant car ils ne sont pas mus par une méchanceté pure. Leur motivation plonge ses racines dans un sentiment d'injustice et de jalousie face à la transformation et au succès de Nick. Ils sont les ombres portées de son ancienne vie, les conséquences humaines de ses actions passées qui refusent d'être oubliées, ajoutant une couche de tragique à la trajectoire du héros. Le film explore aussi la solitude au sein même du couple. Malgré leur connexion intense, Noah et Nick sont montrés dans des moments de profonde solitude, incapables de communiquer leurs peurs ou leurs doutes, emmurés dans leur propre souffrance. Cette solitude partagée mais non communiquée est peut-être le plus grand obstacle à leur relation, et sa dissipation progressive marque les véritables progrès vers une union saine. L'élément de la surprise dans les rebondissements financiers, bien que parfois critiqué, sert à maintenir un suspense procédural. Il rappelle que le monde dans lequel évoluent les personnages est impitoyable et imprévisible, et que leur amour doit survivre non seulement à leurs démons intérieurs mais aussi à des menues extérieures concrètes. Cela ancre le mélodrame dans une réalité sociale contemporaine, celle du capitalisme agressif et de la lutte pour le pouvoir. La scène de la révélation de la grossesse est traitée avec une retenue notable. Il n'y a pas de larmes de joie excessive ni de déclarations grandiloquentes, mais plutôt un silence ému, des regards échangés, une main posée sur le ventre.
Cette sobriété dans un moment clé du mélodrame est un choix de maturité, suggérant que les plus grandes joies sont celles qui sont ressenties profondément plutôt que criées, et que les personnages ont atteint une forme de sérénité. La notion de faux, culpa, du titre original traverse tout le film. Qui est en faute? La faute est-elle partagée? Peut-elle être expiée? Le film suggère que dans les relations complexes, la faute est diffuse, mutuelle, et que son pardon ne passe pas par une attribution précise des torts mais par une décision commune de dépasser le passé pour construire quelque chose de nouveau, en acceptant les imperfections de l'autre et les siennes propres. L'utilisation des couleurs dans les costumes et les décors n'est pas anodine. Les tons neutres, gris, beige, noir, dominent la vie professionnelle et la façade sociale, tandis que les couleurs vives, le bleu de la mer, le blanc du mariage, les teintes chaudes des intérieurs nocturnes, sont associées aux moments de vérité émotionnelle, de passion ou de paix retrouvée. Cette codification chromatique guide subtilement le spectateur dans l'état émotionnel sous-jacent de chaque scène. Le personnage de Noah représente aussi la résilience. Elle survit à des trahisons, à des abandons, à des dilemmes moraux, et émerge non pas brisée mais plus forte, avec une meilleure connaissance d'elle-même. Son parcours peut être lu comme une ode à la capacité de se reconstruire après l'échec amoureux, même si la reconstruction finale la ramène à la source de sa blessure, mais sur des bases qu'elle espère cette fois plus solides. La voix off, absente de ce volet contrairement à certaines tendances du genre, est un choix significatif. Le film préfère montrer plutôt que de dire, faire ressentir plutôt qu'expliquer. Cette absence force la narration à passer par l'image, le son et le jeu des acteurs, conférant à l'ensemble un caractère plus cinématographique et moins littéraire, et accordant une plus grande confiance à l'intelligence visuelle du spectateur. Le rituel du mariage, présent au début, celui de Jenna et Lion, et à la fin, celui de Noah et Nick, encadre le récit. Il marque le passage d'un état à un autre, de la célébration de l'amour des autres à la célébration de son propre amour. Ce cadre symbolique donne une structure circulaire et rassurante à l'histoire, suggérant que malgré les tourments, l'institution du mariage reste l'horizon romantique ultime et le symbole de l'engagement absolu. En conclusion étendue, À Contresens 3 est un objet cinématographique fascinant par son ambivalence même. Il est à la fois le produit très calibré d'une industrie du divertissement et une histoire qui parle sincèrement à son public de l'obsession, du pardon et de la difficile construction de soi à travers l'autre. Ses défauts sont souvent les revers de ses qualités. Son excès et son lyrisme, sa précipitation et son refus de s'attarder, sa conventionnalité et sa fidélité à un pacte émotionnel avec le spectateur. Il ne cherche pas à innover radicalement mais à parachever. Et dans cette mission, il remplit son contrat avec une efficacité qui garantit sa place dans le paysage des romances jeunes adultes contemporaines. L'univers d'À Contresens 3 se structure autour de l'idée de capital émotionnel hérité, où chaque personnage négocie avec les dettes sentimentales du passé. La fortune de Nick n'est ainsi pas seulement financière mais aussi affective, un lourd patrimoine de colère et de méfiance qu'il doit apprendre à gérer. Noah, quant à elle, hérite des conséquences de ses anciens choix, devant constamment solder un compte de souffrance partagée. Le film dépeint cette économie du sentiment où les investissements passés déterminent les dividendes présents, qu'ils soient de joie ou de douleur. Cette métaphore économique étendue donne une profondeur inédite au mélodrame, ancrant les conflits dans une logique presque tangible de profits et pertes affectifs. La scénarisation opère un travail méticuleux sur les objets transitionnels, ces artefacts qui cristallisent l'histoire du couple. Une bague, un lieu, une mélodie deviennent des personnages silencieux chargés de sens. Leur réapparition à des moments clés n'est jamais fortuite mais agit comme un déclencheur mnémonique puissant, faisant effraction dans le présent pour réactiver la charge émotionnelle du passé. Le traitement de ces objets dépasse le simple symbole romantique pour en faire les pièces à conviction d'une histoire d'amour qui se juge et se rejuge sans cesse à travers eux. L'architecture des lieux dans le film fonctionne comme une cartographie psychique des personnages. Les tours de verre froides où Nick exerce son pouvoir reflètent son isolement et sa façade impénétrable. L'appartement chaleureux mais un peu impersonnel de Noah avec Simon matérialise une vie construite sur des bases saines mais peut-être trop neutres. La villa d'Ibiza, espace liminal entre terre et mer, reste le seul endroit capable d'accueillir la complexité de leurs liens, à la fois ancré et fluide, solide et changeant. Chaque décor est soigneusement choisi pour être l'émanation concrète d'un état d'âme ou d'une phase relationnelle. Le travail sur les temporalités parallèles est subtil mais essentiel. Le film juxtapose sans les montrer explicitement le temps long de la guérison et le temps court des crises. Le spectateur perçoit l'écoulement des années dans les micro-changements des personnages ou une cicatrice plus estompée, une assurance professionnelle nouvelle, tandis que les explosions émotionnelles semblent happer le récit dans une urgence permanente. Cette dualité temporelle restitue parfaitement l'expérience subjective d'une relation qui marque la vie en profondeur tout étant ponctuée de moments aigus.
La philosophie sous-jacente du film interroge la notion de libre arbitre dans les relations addictives. Noah et Nick sont-ils vraiment libres de leur choix ou prisonniers d'un schéma plus fort que leur volonté? Le scénario explore cette tension sans trancher définitivement, montrant à la fois des moments de décision clairs et des rechutes qui semblent inéluctables. Cette ambivalence évite un message simpliste et respecte la complexité des dynamiques affectives réelles, où l'amour oscille souvent entre choix conscients et nécessité intérieure. Le personnage de Simon mérite une analyse en tant que représentant de l'amour rationnel. Son approche est empreinte de respect, de communication et de projets communs. Il incarne une modernité relationnelle apaisée, qui contraste violemment avec la passion archaïque et dévorante de Nick. Son éviction progressive n'est pas traitée comme un échec de ce modèle, mais comme le constat que Noah, pour des raisons qui lui sont propres, ne peut s'y inscrire pleinement. Simon quitte l'histoire avec dignité, laissant planer l'idée qu'un autre, moins marqué par le passé, aurait pu y trouver le bonheur. Et la transformation de l'empire familial par Nick est un acte de psychanalyse par l'action. En démantelant et reconstruisant l'héritage de son grand-père, il tente symboliquement de déconstruire et reconstruire son propre héritage émotionnel. Chaque décision économique agressive est un transfert de sa colère intime sur le monde des affaires. La réussite matérielle devient alors une tentative désespérée de quantifier une valeur personnelle qu'il ne parvient pas à ressentir, jusqu'à ce que l'épreuve physique et la vulnérabilité lui offrent une autre échelle de valeur. Le traitement de la sexualité dans ce troisième volet évolue notablement. Elle n'est plus principalement un terrain de conquête ou de conflit mais devient un langage alternatif, parfois plus éloquent que les mots. Les scènes d'intimité sont filmées avec une attention particulière au silence et aux regards échangés, soulignant la persistance d'une connivence corporelle qui survit à toutes les ruptures verbales. La sexualité apparaît alors comme l'ultime territoire de vérité entre eux, un espace où les masques tombent et où la communication redevient pure, immédiate. La structure narrative en triptyque passé réactivé, présent conflictuel, futur espéré est soutenue par des choix de montage audacieux. Les transitions entre ces temporalités ne sont pas toujours signalées de manière conventionnelle, mais passent par des résonances visuelles ou sonores. Un plan sur la mer d'Ibiza peut faire écho à un souvenir non montré, une réplique peut en rappeler une autre, plus ancienne. Ce montage en écho crée une texture narrative riche où chaque élément résonne avec d'autres, tissant une toile serrée de signification qui dépasse la linéarité de l'intrigue. Le concept de contresens est poussé à son paroxysme dans la résolution narrative. La logique voudrait que deux personnes ayant autant souffert l'une à cause de l'autre se séparent définitivement. Le film assume pleinement l'illogisme de leur réunion, en faisant de cet illogisme même le cœur de son propos. L'amour comme force fondamentalement irrationnelle qui défie les calculs et les prédictions. En cela, il s'inscrit dans une longue tradition romantique qui célèbre la victoire du sentiment sur la raison, même lorsque cette victoire semble folklorique. L'analyse des micro-expressions faciales des deux protagonistes révèle un jeu d'une grande subtilité. Chez Nick, le léger tressaillement de la mâchoire trahit une émotion contenue. Chez Noah, un bref clignement des paupières peut signifier une prise de décision intérieure. Ces minuscules signaux, presque subliminaux, créent une couche de lecture supplémentaire pour le spectateur attentif, qui perçoit ainsi les conflits intérieurs bien avant qu'ils n'éclatent au niveau du dialogue. Le film fait confiance à l'intelligence visuelle de son public pour saisir ces nuances. Le thème de la paternité, à la fois absente et anticipée, plane sur tout le récit. L'ombre du grand-père tyrannique de Nick et le père défaillant de Noah créent un vide symbolique que les personnages tentent de combler. La grossesse finale n'est donc pas seulement un heureux dénouement mais la promesse d'une réparation générationnelle, l'occasion de fonder une famille sur d'autres bases que celles qu'ils ont connues. Cette dimension apporte une profondeur psychologique supplémentaire, reliant la quête amoureuse à une quête plus large de filiation et de transmission. La bande-son originale, distincte des chansons populaires, utilise des leitmotivs musicaux associés à chaque personnage. Le thème de Nick mêle des cordes graves et des percussions sèches, évoquant à la fois sa puissance et sa raideur. Celui de Noah utilise davantage le piano, avec des mélodies plus fluides mais parfois hésitantes. Lorsque ces thèmes se superposent ou se répondent dans les scènes de rencontre, il crée un dialogue musical qui double et enrichit le dialogue verbal, exprimant l'harmonie ou la dissonance des émotions. Le film explore avec finesse la différence entre solitude et isolement. Noah expérimente la solitude au sein de sa relation avec Simon, un sentiment d'être seul même en compagnie de l'autre. Nick, quant à lui, vit dans l'isolement, une forteresse volontairement érigée contre le monde. Leur rapprochement progressif est autant une sortie de l'isolement pour l'un qu'une guérison de la solitude pour l'autre, suggérant que la véritable connexion est le seul remède à ces deux maux distincts mais également douloureux. L'utilisation des reflets dans les vitres des gratte-ciel, dans l'eau, dans les miroirs est un procédé visuel récurrent et signifiant. Les personnages sont souvent filmés se reflétant, fragmentés, déformés.
Ces images parlent de leur identité morcelée, de la difficulté à se voir et à se montrer entier, et de la perception déformée qu'ils ont parfois d'eux-mêmes et de l'autre. La scène finale, où ils apparaissent enfin dans un reflet commun et clair, symbolise l'unification et la réconciliation avec leur propre image et celle du couple. Le langage des mains est éloquent tout au long du film. Les mains de Nick, souvent fermées en poing ou occupées à signer des documents autoritaires, se font enfin caressantes et ouvertes. Celle de Noah, d'abord hésitante et recroquevillée sur elle-même, s'ouvre pour accueillir et étreindre. Ce parcours gestuel silencieux raconte à lui seul l'évolution des personnages de la défense à l'acceptation, de la fermeture à l'offrande, complétant de manière subtile l'arc narratif verbal. Le traitement des scènes de groupe, notamment les repas ou les réunions professionnelles, est remarquable. La caméra s'y attarde sur les regards furtifs, les gestes à peine esquissés, les silences chargés entre Noah et Nick au milieu du brouhaha social. Ces moments montrent comment leur histoire privée infiltre et parasite les interactions sociales normales, créant une bulle d'intensité qui les isole même au sein d'une foule. C'est la démonstration cinématographique de l'idée que les grands amours créent leur propre territoire, imperméable aux convenances environnantes. Le motif du seuil aux portes, fenêtres, passages est omniprésent. Les personnages sont souvent filmés dans des entre-deux, hésitant à entrer ou à sortir, physiquement et métaphoriquement à la frontière entre deux états. Ces hésitations spatiales matérialisent leurs hésitations émotionnelles. Le franchissement final du seuil de l'église pour le mariage acquiert ainsi une portée symbolique immense. C'est l'acte de passer définitivement d'un état à un autre, de quitter le territoire de l'incertitude pour celui de l'engagement. L'écriture des dialogues secondaires, ceux des amis ou des collègues, est astucieuse. Ils parlent souvent d'eux sans le savoir, commentant leurs relations ou leur état d'esprit avec une perspicacité dont ils n'ont pas conscience. Ces dialogues créent un effet de miroir indirect, offrant aux spectateurs des clés de lecture à travers le regard naïf ou extérieur d'autres personnages, et évitant ainsi les lourdes explications venant des protagonistes eux-mêmes. La météo est utilisée de manière expressionniste. Les orages éclatent lors des conflits majeurs, le soleil inonde les moments de paix provisoire, la pluie fine accompagne les moments de tristesse ou de réflexion. Cette correspondance entre les états atmosphériques et les états d'âme, bien que classique, est ici dosée avec justesse, évitant le pittoresque pour créer une ambiance globale cohérente où l'univers entier semble épouser les émotions des héros. Le film pose une question éthique intéressante. Jusqu'où le passé engage-t-il l'avenir ? Nick et Noah sont-ils condamnés à s'aimer parce qu'ils se sont tant aimés ? Le scénario explore cette idée de destin sans sombrer dans le fatalisme. Il montre des bifurcations possibles, des chemins de traverse empruntés, avant de suggérer que le chemin principal, bien que difficile, était peut-être le leur. Cette approche préserve à la fois l'idée de libre choix et celle d'une attraction si fondamentale qu'elle ressemble à une prédestination. Le contraste entre les plans larges, qui noient les personnages dans des décors magnifiques ou impressionnants, et les plans extrêmement serrés sur leur visage, est significatif. Les premiers soulignent leur petitesse face aux forces qui les dépassent, la société, l'héritage familial, la mère, tandis que les seconds capturent l'immensité de leurs émotions intimes. Ce va-et-vient constant entre le grand et le petit, l'extérieur et l'intérieur, structure la vision du monde du film, partagée entre épique et intimiste. Le personnage de Jenna évolue d'une simple confidente à une voix de la raison doublée d'une gardienne de la mémoire. Elle est celle qui se souvient de ce qu'ils étaient, qui mesure le chemin parcouru, et qui parfois leur rappelle les erreurs passées pour éviter qu'elles ne se répètent. Son rôle dépasse la fonction narrative d'amie pour incarner une forme de conscience collective du couple, la mémoire externe qui complète et parfois corrige leurs souvenirs souvent passionnés et partials. L'idée de performance est centrale, notamment dans la séquence du mariage d'Ibiza. Noah et Nick y jouent le rôle des invités normaux, souriants, dansants, alors que leur monde intérieur est en ébullition. Cette séquence montre magnifiquement le fossé entre l'apparence sociale et la réalité psychique, un fossé qui se creuse tout au long du film jusqu'à devenir intenable, nécessitant la crise violente pour que vérité extérieure et intérieure puissent enfin coïncider. Le traitement de la douleur physique de Nick après l'agression est remarquablement sobre. Le film évite le spectacle de la souffrance pour se concentrer sur ses conséquences psychologiques et relationnelles. La faiblesse physique de Nick devient une ouverture émotionnelle, une brèche dans son armure qui permet à Noah, et à lui-même, d'accéder à une vulnérabilité interdite jusqu'alors. La douleur devient ainsi un agent de transformation, un catalyseur paradoxal de guérison. L'analyse des couleurs de peau et des éclairages révèle un soin particulier. Les teintes chaudes, dorées, dominent dans les scènes de rapprochement, comme si les personnages étaient intérieurement illuminés. À l'inverse, les lumières froides, bleutées ou fluorescentes, accompagnent les moments de distance et de conflit. Ce travail sur la colorimétrie des chairs participe à la narration émotionnelle de manière subliminale mais efficace,
créant une ambiance immédiatement perceptible. Le film interroge la notion de réussite. Qu'est-ce qu'une vie réussie pour Noah? Une carrière épanouissante et un mari stable? Ou une passion dévorante avec ses risques et ses tourments? Le scénario ne donne pas de réponse univoque mais montre le coût de chaque choix, laissant au spectateur le soin de déterminer, en fonction de ses propres valeurs, quelle voie lui semble la plus réussie. Cette ambiguïté respecte l'intelligence du public et évite le moralisme simpliste. L'utilisation du hors-champ sonore est parfois très inventive. Des voix de collègues, des bruits de ville, de la musique lointaine, viennent contaminer les scènes intimes, rappelant que le monde extérieur existe et persiste, même aux moments les plus introspectifs. Cette technique ancre le drame passionnel dans une réalité tangible et bruyante, empêchant le film de flotter dans un univers purement symbolique et éthéré. Le personnage du grand-père de Nick, bien que physiquement absent, est une présence spectrale constante. Son portrait, ses décisions passées, l'architecture même de son empire, hantent le présent. Cette présence fantomatique illustre le poids des générations précédentes sur les vivants et la lutte de Nick pour exister autrement que comme le petit-fils d'eux, pour échapper à l'ombre d'un aïeul dont il répète pourtant certains schémas en croyant les combattre. La notion de trop tard est explorée sous plusieurs angles. Est-il trop tard pour eux? Le film semble répondre que non, tant qu'il reste de l'émotion et de la volonté. Mais il montre aussi que certaines blessures laissent des cicatrices indélébiles, que certains moments ne peuvent être rattrapés. Cette dialectique entre le réparable et l'irréparable donne sa texture mélancolique à l'optimisme final, qui est un optimisme conscient des pertes et des dégâts. Le montage des regards, dans les scènes où ils sont dans la même pièce mais pas en interaction directe, est d'une grande finesse. On voit Nick observer Noah à son insu, Noah sentir ce regard et y réagir par une légère tension, puis feindre l'indifférence. Ce ballet de regards volés et d'émotions réfutées dit toute la comédie sociale qu'ils jouent et toute la vérité qui transparaît malgré eux. Le regard devient ici le véritable lieu de l'action dramatique. L'écriture des scènes professionnelles de Noah montre une femme compétente et respectée, ce qui est crucial pour équilibrer sa vulnérabilité sentimentale. Elle n'est pas définie uniquement par ses relations amoureuses, mais possède une identité professionnelle solide. Cette caractérisation évite l'écueil de l'héroïne passive dont la vie n'est qu'amour, et donne du poids à ses choix sentimentaux, qui sont ceux d'une adulte accomplie et non d'une jeune fille naïve. La symbolique du cercle et de la ligne droite structure le film. Leurs relations tournent en rond, répétant les mêmes schémas, le cercle. Leur parcours individuel, notamment professionnel, est linéaire, ascendant, la ligne. La résolution narrative consiste à transformer le cercle vicieux en cercle vertueux, le mariage, symbole de l'anneau, tout en intégrant la ligne de leur croissance personnelle. Cette géométrie narrative simple mais efficace sous-tend l'ensemble de la construction dramatique. Le traitement du désir est moins frontal que dans les volets précédents. Il est moins question de désir charnel immédiat que de désir de présence, de désir de vérité, de désir d'apaisement. Cette maturation du désir, qui passe du physique au psychique, signe leur entrée dans une forme d'amour adulte où la possession cède du terrain à la compréhension, et où la fusion laisse place à la rencontre de deux individualités désormais plus affirmées. L'idée de mérite est cruciale dans l'arc de Nick. Se sent-il digne d'être aimé après ses erreurs? Estime-t-il que Noah mérite mieux que lui? Le film montre sa lutte pour se construire un mérite à travers la réussite matérielle, avant de comprendre que le seul mérite qui compte dans l'ordre affectif est celui du courage d'être vulnérable et de demander pardon. Cette trajectoire d'un mérite extérieur à un mérite intérieur est au cœur de sa rédemption. Les scènes de driving, en voiture, ont une fonction narrative particulière. Espace clos mais en mouvement, elles sont propices aux confessions, aux disputes, au silence lourd. La voiture devient une métaphore de leur relation, un véhicule qui les transporte ensemble, parfois à vive allure et en danger, parfois à l'arrêt, et dont ils doivent partager le contrôle, avec toutes les difficultés que cela implique. Le film aborde avec pudeur la question du vieillissement et du temps perdu. Les personnages ne sont plus des adolescents, leurs visages portent les marques des années et des épreuves. Cette matérialité du temps qui passe ajoute une gravité supplémentaire à leur choix. Ils savent désormais que le temps n'est pas infini, que les occasions peuvent être ultimes. Cette conscience mortifie leur passion d'une urgence et d'une profondeur nouvelle. L'analyse des postures, notamment dans les scènes de bureau, est révélatrice. Nick souvent debout, dominant, ou assis dans une position d'autorité. Noah, souvent assise, mais le dos droit, dans une posture de défense ou de professionnalisme. Ces positions corporelles hiérarchisées reflètent leur rapport de force professionnelle, qui contredit et complique leur rapport de force affectif, créant un jeu de pouvoir croisé d'une grande complexité. Le thème de la loyauté est exploré dans ses dimensions les plus contradictoires. Loyauté envers soi-même versus loyauté envers l'autre, loyauté envers le passé versus loyauté envers l'avenir,
loyauté envers une promesse versus loyauté envers son bien-être actuel. Le film montre que dans les relations intenses, la loyauté n'est pas une vertu simple mais un nœud de conflits éthiques que chaque partenaire doit trancher à ses risques et périls. L'utilisation du flou de profondeur de champ dans certains plans rapprochés est significative. Un visage net, l'autre flou, comme si l'un absorbait toute la conscience de l'autre. Ou un objet symbolique au premier plan net, les personnages flous derrière, indiquant que c'est l'objet, une bague, un contrat, qui dicte momentanément la relation. Cette grammaire visuelle sophistiquée guide l'attention et le sens sans avoir recours aux mots. Le personnage de Michael représente la face sombre et non transformée de Nick. Là où Nick a utilisé son héritage pour construire, même de manière agressive, Michael n'a su que détruire. Il est le miroir grotesque de ce que Nick aurait pu devenir sans une once de noblesse ou d'amour pour le retenir. Sa présence sert donc de repoussoir mais aussi d'avertissement. Sans la possibilité de l'amour, la descente dans la haine et la vengeance est toujours possible. Le film se termine sur une image de commencement plutôt que de fin, la promesse d'un enfant. Ce choix oriente la perception de toute la saga rétrospectivement. Ce n'était pas l'histoire d'une passion qui se consume, mais l'histoire des douloureuses préparations à la fondation d'une famille. Cette relecture possible donne un sens nouveau aux épreuves subies, qui apparaissent comme le long et chaotique apprentissage nécessaire pour mériter le rôle de parent. En dernière analyse, À Contresens 3 est une œuvre sur l'intégration des contraires. Intégrer la passion et la raison, la blessure et la guérison, le passé et le présent, l'individu et le couple. Son succès réside dans sa capacité à maintenir ces tensions sans les résoudre de manière simpliste, offrant une conclusion qui, comme la vie, préserve une part de mystère et de complexité. Il clôt une saga en laissant la porte entrouverte à l'imagination du spectateur sur ce qui suivra, tout en donnant le sentiment profond et satisfaisant d'un cycle qui s'achève et d'un autre, tout aussi riche en défis et en espoir, qui commence. La caractérisation psychologique des personnages atteint une profondeur clinique dans ce troisième volet. Les mécanismes de défense de Nick, notamment le déni et la sublimation agressive, sont déployés avec une précision qui dépasse le simple trait de caractère mélodramatique. Son comportement en affaires, marqué par une compétitivité impitoyable, se révèle être une projection massive de sa frustration amoureuse sur un terrain symbolique. Noah, quant à elle, présente des signes évidents de syndrome de répétition, retournant inconsciemment vers la source de sa blessure dans une tentative paradoxale de maîtriser le trauma originel. Le film offre ainsi une plongée quasi-analytique dans les ressorts d'une liaison addictive, où chaque partenaire joue un rôle complémentaire dans une dynamique de bourreau et de victime constamment interchangeables. L'architecture narrative repose sur un principe de symétrie et de rupture qui structure la tension dramatique. Chaque avancée vers l'apaisement est suivie d'une régression, chaque moment de vulnérabilité authentique est saboté par un réflexe de protection. Cette structure en dents de scie reproduit de manière formelle l'instabilité émotionnelle du couple, empêchant le spectateur de s'installer dans un confort narratif. Le scénario évite ainsi l'écueil de la linéarité prévisible pour épouser les méandres et les revirements d'une relation réelle, où les progrès ne sont jamais garantis et où chaque journée peut annuler les acquis de la veille. Le traitement de l'espace sonore manifeste une intention narrative sophistiquée. Les scènes de conflit sont souvent envahies par un brouillard sonore où les dialogues se perdent dans des bruits ambiants ou une musique oppressante, reflétant l'incapacité à communiquer clairement. À l'inverse, les moments de connexion authentique sont accompagnés d'un silence relatif, où le moindre souffle, le plus léger frôlement de tissu devient audible. Cette orchestration du son et du silence transforme l'environnement acoustique en paysage émotionnel, où ce qui est entendu ou tué en dit long sur l'état de la relation. La matérialité des objets du quotidien acquiert une dimension fétichiste dans la dynamique du couple. Un stylo particulier, une tasse, l'ordinateur portable de Noah, ne sont plus de simples accessoires mais deviennent les supports concrets d'un investissement affectif intense. Le film montre comment, dans les relations obsessionnelles, le monde matériel se charge de significations secrètes, devenant le théâtre silencieux des conflits et des désirs. La possession ou le toucher de ces objets peut alors déclencher des réactions disproportionnées, car ils incarnent symboliquement la personne aimée ou le lien lui-même. L'exploration du concept de honte offre une lecture psychologique supplémentaire. Nick semble animé par une honte profonde, liée à sa vulnérabilité et à ses échecs passés, qu'il tente de compenser par une exhibition de puissance et de contrôle. Noah éprouve une honte différente, celle d'être retombée dans un schéma qu'elle croyait dépasser, et celle de ses propres faiblesses face à cet amour. Le film suggère que leur rapprochement ne devient possible que lorsque chacun parvient à exposer cette honte à l'autre, à la désamorcer par la reconnaissance mutuelle de leur commune humanité faillible. Les transitions entre les scènes opèrent souvent par association d'idées ou par contraste ironique plutôt que par simple continuité logique.
Une scène se terminant sur une promesse peut être suivie d'une scène montrant la rupture de cette même promesse des années plus tôt. Un plan sur un contrat signé par Nick peut céder la place à un plan sur les mains nues de Noah. Ce montage intellectuel invite le spectateur à établir lui-même les connexions, à réfléchir aux liens cachés entre les actions, les époques, les engagements. Il participe à une narration active qui refuse le mâchage psychologique. La représentation du corps souffrant, particulièrement dans la séquence du coma, est traitée avec une retenue qui en amplifie l'impact. Le film ne montre pas la souffrance de manière spectaculaire mais se concentre sur ses effets en différé, la pâleur de la peau, la lenteur des gestes des soignants, le silence angoissé de la chambre d'hôpital. Cette approche suggère que la vraie douleur est souvent dans l'attente, dans l'impuissance, dans le vide laissé par l'être aimé rendu inaccessible. La guérison physique devient alors le prétexte à une guérison relationnelle plus profonde, comme si la maladie avait purgé les toxines émotionnelles. Le dialogue avec le genre du film d'entreprise est particulièrement réussi. Les scènes de conseil d'administration, de négociations tendues, ne sont pas de simples décors mais intègrent pleinement la thématique du pouvoir et du contrôle qui traverse la relation sentimentale. Le jargon financier, les manœuvres boursières, deviennent une métaphore prolongée des investissements affectifs et des risques relationnels. Nick y apparaît comme un stratège froid, appliquant aux sentiments la même logique de calcul et de domination qu'aux affaires, jusqu'à ce que cette logique montre ses limites catastrophiques. L'étude des regards à travers les obstacles, vitres, portes entr'ouvertes, reflets, constitue un motif visuel récurrent et riche de sens. Ces regards médiatisés parlent du désir et de la peur de la confrontation directe. Voir sans être vu, ou être vu sans pouvoir répondre, crée une tension érotique et dramatique particulière, faite de frustration et de communication tronquée. Le film semble dire que dans les relations complexes, le regard plein et frontal est parfois trop dangereux, et que la vérité doit d'abord passer par des détours, des reflets, des interpositions. La temporalité du deuil est un thème sous-jacent majeur. Noah et Nick sont en deuil de la relation idéale qu'ils ont cru avoir, de l'innocence perdue, du temps gaspillé dans les conflits. Le film dépeint les étapes de ce deuil, colère, négociation, dépression, et enfin acceptation. Mais il montre aussi que le deuil d'un amour vivant est une chose paradoxale et particulièrement douloureuse, où l'objet perdu reste présent, rappelant sans cesse ce qui n'est plus ou ce qui aurait pu être. La résolution finale correspond à l'acceptation de l'amour dans sa forme imparfaite et réelle, et non dans sa version fantasmée. L'utilisation des couleurs dans les costumes mérite une attention particulière. La palette évolue significativement au fil du film. Nick abandonne peu à peu les tons sombres et austères pour des couleurs plus chaudes, signe d'un dégel intérieur. Noah, qui portait des couleurs douces et neutres avec Simon, réintègre des teintes plus vives et contrastées en se rapprochant de Nick, indiquant un retour à une identité plus passionnée et moins lissée. Ces choix chromatiques silencieux racontent une histoire parallèle de transformation et de réconciliation avec soi-même. La notion de contrat est centrale, qu'il soit explicite, le contrat de travail, l'accord actionnarial, ou implicite, le contrat de couple, les promesses non tenues. Le film explore la violation de ces contrats et les conséquences désastreuses sur la confiance. La résolution ne vient pas par la signature d'un nouveau contrat formel, mais par l'établissement d'un accord tacite, fondé sur l'expérience douloureuse partagée et sur le choix renouvelé de faire confiance malgré tout. Ce passage du contrat légal au pacte intime symbolise le passage d'une relation de pouvoir à une relation de don. Les scènes de foule, notamment lors de la réception du mariage ou dans les halls d'entreprise, sont filmées de manière à isoler constamment les deux protagonistes. Même au milieu de centaines de personnes, ils apparaissent toujours en gros plan ou dans leur propre bulle sonore, comme si le monde extérieur n'était qu'un décor flou. Cette technique visuelle renforce l'idée d'un lien si intense qu'il crée son propre espace, imperméable aux distractions extérieures, mais aussi d'un isolement dangereux qui les coupe des réalités et des conseils des autres. L'exploration de la jalousie post-relationnelle est d'une grande finesse psychologique. La jalousie de Nick envers Simon n'est pas celle d'un rival actuel, mais celle face à la preuve que Noah peut vivre heureuse sans lui, qu'elle a un avenir possible en dehors de leur histoire. Cette jalousie est d'autant plus corrosive qu'elle est mêlée de culpabilité et d'un étrange espoir que l'autre soit heureux. Le film montre comment cette émotion complexe peut être à la fois un moteur de destruction et une prise de conscience salvatrice de la valeur de ce que l'on a perdu. Le motif du double, du miroir et de l'ombre est omniprésent. Nick et Noah se renvoient sans cesse l'image de leur propre part d'ombre, de leurs faiblesses, de leurs échecs. Ils fonctionnent comme des miroirs déformants mais véridiques l'un pour l'autre. Cette relation spéculaire est à la fois source de conflits, car personne n'aime voir ses défauts ainsi reflétés, et de croissance potentielle, car le miroir de l'autre nous force à nous confronter à nous-mêmes. La santé de leur relation future dépendra de leur capacité à accepter ce reflet sans se briser.
La gestion de l'information narrative est remarquable. Le spectateur en sait parfois plus qu'un des personnages, parfois moins, créant un jeu constant de suspense et de dramatique ironie. Cette manipulation maîtrisée du savoir du spectateur guide les émotions sans les forcer, permettant tantôt l'identification anxieuse, tantôt la prise de distance critique. Le film évite ainsi de tomber dans le manichéisme en montrant que chaque personnage agit selon des informations et des blessures que l'autre ne perçoit pas toujours. L'idée de renaissance est littéralisée de manière poétique à travers plusieurs motifs. La sortie du coma, le mariage, la grossesse. Mais cette renaissance n'est pas présentée comme un effacement magique du passé. Au contraire, elle est montrée comme une intégration des cicatrices, une vie nouvelle qui porte en elle les marques des anciennes blessures mais choisit de croître malgré et avec elles. Le film propose ainsi une vision mature du renouveau, non comme un retour à l'innocence, mais comme une capacité à bâtir sur des ruines. Les personnages secondaires, comme les collègues de Noah ou les associés de Nick, fonctionnent comme des cœurs antiques. Ils commentent l'action, expriment les doutes et les espoirs que les protagonistes ne peuvent formuler et offrent des perspectives alternatives sur la situation. Leur présence rappelle que l'histoire de Noah et Nick n'existe pas dans un vide social, mais qu'elle est observée, jugée, et qu'elle affecte aussi la vie des autres. Cette intégration du regard social complexifie la narration en ajoutant une couche de pression et de normativité. En conclusion ultime, À Contresens 3 transcende les limites de son genre par la profondeur de son exploration psychologique et la cohérence de son univers symbolique. Loin de n'être qu'un mélodrame de plus, il s'affirme comme une étude sérieuse des mécanismes de l'attachement traumatique et des conditions difficiles de sa transformation en amour adulte. Sa force réside dans son refus des solutions faciles et son respect pour la complexité des cœurs humains, offrant une conclusion qui, sans être parfaite, sonne juste dans son achèvement émotionnel et sa lucidité sur la nature contradictoire de la passion durable.